Émission Radar, numéro spécial, numéro 52, je crois. 35. Émission Radar, numéro 35. Voyage au bout dans l'extrême gauche. Conférence filmée en direct sur Radio Radar de Merech-Kosky. Alors, quand il faudrait essayer de définir ce qu'on entend dans un premier temps par le terme extrême gauche. Naïvement, je reprends j'assume cette naïveté, je reprends la phraséologie des médias officiels qui qualifient les groupes d'extrême gauche qui se présentent aux élections de gens d'extrême gauche. Voilà, je me cale sur ce concept. Donc en gros, ça va de lutte ouvrière, le NPA, la France insoumise, puis qui sont présentés par les médias dominants comme des militants radicaux. Alors j'inclus aussi dans l'extrême gauche tous ceux que je ressens proches par leur système et qui soutiennent plus ou moins directement les groupes d'extrême gauche qui se présentent aux élections, donc par exemple Attaque, l'Acrimed, le mouvement altermondialiste tel qu'il est Altermédia tel qu'il est défini, et certains groupes de cinéastes proches de Haddock et certaines sociétés d'auteurs. Voilà, donc l'extrême gauche dont je parle, c'est celle qui serait institutionnalisée, en quelque sorte, qui se présente aux élections. Maintenant, en tant que liberté, puisque je revendique, contrairement à l'extrême gauche, le refus obligatoire de me caler sur un cadre qui est défini, peut-être que dans la suite de la conférence, j'engloberai une autre extrême gauche dont je ne préfère pas définir actuellement les termes. Voilà. Mais dans un premier temps, c'est elle dont je parle. Alors, il faudrait quand même comprendre un truc qui est assez important, c'est qu'au début, les gens y croyaient en quelque chose. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que tous ceux qui étaient insoumis, que tous ceux qui sont dans l'extrême gauche, que j'appelle institutionnels, même si je les critique, c'est là où c'est compliqué. C'est que je leur reconnais quelque chose d'assez beau et d'important. D'abord, ils sont à l'heure. D'abord, ils ont une parole. La parole qu'ils donnent est respectée. Ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent, à peu de choses près. Ils sont une grande solidarité entre eux. Voilà, je peux citer par exemple cette expérience très belle que j'ai eue avec Zaléa, où Michel Fisbin m'a dit un jour: Merech, c'est pas compliqué, tu vas venir dans cette télé, tu feras ce que tu voudras, tu pourras dire que la télé c'est de la merde, tu pourras dire que tu ne veux pas faire une télé, tu pourras dire que tu es contre tout ce que tu veux, mais le jour où tu t'en prends à moi, personnellement, je te fous dehors. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est pour ça que je reconnais en certaines extrêmes gauche institutionnelles quelque chose de beau du fait de leur parole. En plus de ça, il faut reconnaître quand même, et je leur rends hommage, et j'en fais partie, souvent les fils de la bourgeoisie dont je fais partie, où nous sommes nés avec une cuillère dans la bouche, c'est-à-dire qu'en clair, nous n'avons pas vraiment l'obligation de payer un loyer, de travailler, parce que nous avons le patrimoine que nous ont donné nos parents, qui nous permet de ne pas aller travailler à l'usine et de ne pas avoir à assumer des choses matérielles difficiles. Ça n'empêche pas, et ça j'en ai la preuve, que certaines personnes de ces fils de la bourgeoisie, historiquement et même encore maintenant, peuvent avoir une grande douleur, vraiment profonde. Je me souviens encore du livre sur Curiel, où Curiel explique qu'à 15 ans, il a vu en Égypte dans les années 50 un Anglais écraser un Arabe avec sa voiture, ne pas s'arrêter en disant de toute façon c'est un Arabe, on s'en fout, c'est un pauvre, ça n'a pas d'importance. Donc ça c'est un exemple très précis. Et moi, je reconnais, pour des raisons névrotiques, peut-être, j'ai toujours eu cette certitude que je devais aller vers le peuple. Voilà, c'était mon devoir d'aller vers eux, parce qu'il y avait quelque chose qui allait me révéler à moi-même. Alors, c'est ainsi, et je veux pas faire, je regarde le temps en même temps pour respecter la pause que j'avais fixée. C'est ainsi que dans les années 72, j'ai fait partie des gens qui sont retournés à la terre avec l'idée qu'on allait créer une base populaire, enfin une base dans une communauté où on pourrait rencontrer les camarades paysans et créer un nouveau monde avec eux. Alors, c'est ça qui est intéressant. J'ai lu quelqu'un qui a écrit que la ZAD de Notre-Dame-de-Lande, il fallait qu'elle soit éternelle. C'était ça le but. Grave erreur. Rien ne doit être éternel. La ZAD de Notre-Dame-de-Lande, bien sûr qu'on a gagné et que c'est beau, mais elle ne doit pas être éternelle. On doit tout le temps se déplacer. Et moi, quand j'étais en 68, en 1972 à la campagne, c'était l'idée de créer un groupe avec les viticulteurs, des délinquants, parce qu'on garde des délinquants, et que là-dessus jaillirait un bouillonnement et qu'il se passerait quelque chose. Alors, je saute du coq à l'âne. La dernière fois, je suis allé à Nuit debout,
fêter le réveillon avec les SDF. Alors, il n'y avait pas énormément de monde. On a attiré mon attention d'une manière très précise, comme quoi en fait ce réveillon serait organisé par une entreprise commerciale qui se faisait du gras sur les pauvres en mettant leur logo et toutes leurs conneries. C'est certainement vrai. Mais moi, dans ma tête, c'était important de me dire que moi, fils de bourgeois, je vais aller avec des SDF dans la rue pour trouver quelque chose. Alors, j'ai jamais beaucoup parlé aux SDF, ça m'arrive d'en avoir parlé, parce que les SDF, il y a tout, ça peut être des gens qui ont bac plus 18, enfin voilà, c'est pas une catégorie sociale qui existe vraiment. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'on était dans ce groupe de 3 personnes de Nuit debout qui reste, et qu'un de mes copains s'est fait voler son portable. Alors moi, je reconnais que mon portable, je l'avais mis enfermé dans ma veste. Voilà. Et j'ai dit à tout le monde, c'est ça qui est beau. Nous allons vers le peuple, ils nous volent le portable. Mais c'est bien pour nous montrer que nous, justement, nous ne sommes pas du peuple. Nous ne sommes pas de la même... Alors, je peux même ajouter, je me suis souvent demandé pourquoi, et c'est une interrogation qui m'a longtemps poursuivi, pourquoi dans certains groupes d'extrême gauche, il a cette idée très forte, que je qualifierais de viriliste, de se faire respecter. C'est ainsi qu'il m'a été donné un texte extrêmement intéressant d'un ancien de l'OCI, Organisation communiste internationale, je ne dirai pas son nom parce que c'est pas opportun, et de toute façon c'est un faux nom parce qu'ils ont tous des faux noms, qui explique dans le texte qu'il m'a envoyé, tu vois, en 72, j'habitais à Pierrefitte. Les stalles tenaient le haut du pavé. C'est une question de respect. Ils n'avaient pas à tenir le haut du pavé. Donc, on avait à se frapper, à les frapper physiquement pour montrer qu'on avait des couilles au cul, enfin, qu'on était plus fort qu'eux. C'est ça, la lutte. Il m'a dit souvent, cet homme, tu vois, Pierre, tu ne dois pas te laisser faire. Si tu as quelque chose à dire, il faut s'imposer, y compris par la force, si c'est ça nécessaire. Et dans cette radio, je suis toujours très étonné, celle où je viens, où j'ai l'impression que dégage une certaine violence, par exemple, un des animateurs qui se prétend non violent. Enfin, c'est ma version que j'ai. Et j'ai fini par me dire que c'était une question de rapport de classe. Étant moi un fils de bourgeois, je ne peux pas comprendre la violence. Parce que je n'ai pas été élevé dans un milieu de violence physique. Je n'ai pas été élevé dans un milieu où on se tapait et il fallait s'imposer par la force. Donc je ne peux pas comprendre ça. Et donc, dans certains milieux, oui, la violence correspond à une lutte de classe, à une lutte de clan. Et finalement, c'est ça que je commence à me dire. Des gens qui sont violents, même si je ne le comprends pas, c'est parce que moi, j'ai eu la chance d'être dans un milieu où les conflits se règlent par la parole et non pas éventuellement par la violence. Je t'arrête, Pierre. Il est temps de faire un intermède musical. Ça dérape. Vous allez faire un intermède musical. Alors, je vais faire un intermède musical. Je crois que ça fait partie des contrats. Vous allez faire un intermède musical. Alors, je vais sur YouTube. Voilà, je vais sur YouTube. Alors, ça dérape. Non, je vais y aller. Attends, je vais aller sur YouTube. D'accord. L'application va s'ouvrir de YouTube. Voilà, alors je vais lancer. Ça veut dire quoi, YouTube? Je sais pas, ça va lancer un truc. Ça veut dire quoi, YouTube? Voilà, alors et je vais taper. Votre télévision. Voilà. Vous êtes la télévision. Comme ça. Vous êtes la télévision. Voilà, donc la pause musicale arrive. Il faut un petit peu patienter. Tu seras sur Radio Liberté. Voilà, donc ça s'est arrêté. Donc la pause musicale est terminée. Donc nous reprenons la conférence Voyage au cœur, au bout de l'extrême gauche. Alors je vais reprendre. Alors il y avait la question, je tenais à parler seul, enfin pas nécessairement seul, mais je trouvais intéressant dans le dispositif de Radio Radar de parler seul parce que ça pose la question
de la façon dont la parole circule dans ce que j'appelle les groupes d'extrême gauche, dont ne fait pas partie, je reconnais Radio Radar, puisque Radio Radar n'appelle pas effectivement à se présenter aux élections. Enfin, c'est un truc que je ne peux pas nier. Voilà. Mais elle fait quand même, à mes yeux, partie d'une extrême gauche, parce que la question comment circule la parole, c'est quand même quelque chose à mes yeux, d'extrêmement important. C'est-à-dire, voilà, il m'est arrivé d'aller dans des réunions d'extrême gauche, la salle peut s'exprimer, souvent il y a un micro qui circule, on donne la parole, mais le problème c'est que ça revient toujours à la personne qui est la tribune, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui fait un discours, on pose des questions dans la salle, et les questions retournent toujours là où était la personne qui l'a mis sur la salle. Donc moi j'ai résolu cette contradiction en me disant que je trouve pas ça. Je ne sais pas pourquoi c'est légitime que dans des groupes d'extrême gauche, en fait, quand il y a un débat, ça sera toujours canalisé par la personne sur la salle, qui fait circuler la parole, qui la reprend, qui la commente, qui la remet dans un contexte. Et je ne vois pas en quoi c'est une vraie parole. Si quelqu'un remet une parole qui a été dite dans un contexte, ce n'est plus une parole libre, c'est une parole encadrée par quelqu'un sur la salle. Donc, moi, j'avais reçu cette contradiction en disant qu'à Radio Radar, il y avait que moi qui parlerais, comme ça, ma parole ne sera pas recadrée. Évidemment, c'est pas forcément quelque chose de satisfaisant. Mais ça a le mérite de poser la question. Et je ne sais pas pourquoi dans beaucoup de groupes, il y a ce système, question dans la salle, et les gens posent des questions, on répond, et ça circule comme ça. Je ne vois pas l'intérêt de cette méthode. Je la trouve prodigieusement et totalement inintéressant. C'est pour ça, qu'en ce qui me concerne, mes rapports avec le groupe Voyage ou l'extrême, souvent j'ai choisi de ne pas aller dans la salle et d'aller dans les coulisses et aller en dehors de la salle, parce que là, on peut assister, ou alors... Parfois, j'ai pris la parole de force. Voilà. Mais ça, je ne le fais plus parce que je sais pas. Mais ça... le fais encore. Oui, tu le fais encore. Moi, je le fais encore. Je suis pas d'accord avec toi par rapport aux bourgeois, parce que les bourgeois, ils peuvent se taper sur la gueule aussi. C'est juste que les conséquences, elles sont pas les mêmes. Alors les bourgeois, non, on est d'accord. Je reviens sur ce que je dis tout à l'heure. Merci de cette question. Et donc je reprendrai la parole. Je ne te redonnerai pas la parole puisque je fais exactement comme tout le monde. Non, effectivement, les bourgeois se tapent sur la gueule, mais ils ne se tapent sur la gueule avec des mots ou des contrats, ou des histoires de notaire, ou enfin ce que j'appelle le droit bourgeois. Il y a les contrats, il y a les... vraiment sur la gueule. C'est juste que les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est des faux bourgeois. Dans ce cas-là, c'est des petits bourgeois. Non, non, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Je recommence. Ils se tapent sur la gueule, sauf qu'ils ont un bon avocat pour les défendre et ils vont pas en tôle. C'est uniquement ça. C'est pas plus populaire que bourgeois de se taper sur la gueule. J'ai pas dit que c'était bien. Alors, je recommence. La salle est constituée d'autres personnes. Je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé. Dans ce cas-là, j'aurais dû dire, et tu as raison, que dans le milieu bourgeois que moi je fréquente, les gens ne se tapent pas dessus, parce que c'est comme ça leur éducation. Dans le milieu que moi je fréquente, j'ai eu tort, et je reconnais dans plein de généralités, et que donc dans mon milieu, les gens ne se battent pas, parce qu'on a un autre... On a un autre mode de fonctionnement qui fait que les conflits ne passent pas par la parole, passent par un autre système qui est aussi violent. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être je ne suis pas toujours à l'aise avec ce système de gens qui se tapent dessus, parce que je n'ai pas les clés. Tu ne peux pas associer tous les milieux non bourgeois à la violence. Voilà. Tu ne peux pas dire que tous les gens qui ne sont pas bourgeois sont forcément violents. C'est ce que tu sous-entends. C'est une vision très 19e siècle. D'accord. Alors, en ce qui concerne... les violents prolétaires et les violents gens du peuple, comparé à la bourgeoisie civilisée. Voilà. Alors, en ce qui concerne la question du virilisme, voilà, j'ai souvent remarqué que dans les groupes d'extrême gauche institutionnalisés, comme je les appelle, il y a quand même cette question qui revient en boucle d'être compris, d'être efficace et d'exister. Alors, être compris, efficace et d'exister, pour moi, ça renvoie à l'idée que j'ai une parole, que la personne qui dit a une parole, que cette parole doit être entendue et comprise. Donc, c'est pour moi une forme de patriarcat. C'est-à-dire que c'est un maître qui a une parole et on doit l'écouter, la comprendre, l'assimiler, c'est-à-dire qu'elle doit être claire, qu'elle doit avoir des positions claires, qu'elle doit avoir un objectif d'appeler par exemple aux élections ou de ne pas appeler aux élections, mais en fait c'est pratiquement la même problématique, et que cette question de virilisme, elle est à mon avis au nœud de la question. Parce que tant qu'on aura des fonctionnements de vouloir être efficace, d'être écouté, ce qui renvoie à mon avis aussi à une certaine forme de sexualité, probablement, c'est-à-dire que la sexualité est vécue comme quelque chose, non pas qu'on impose, mais qui doit apporter un plaisir, qui doit avoir une raison d'être. Voilà.
soit parce qu'on s'aime, soit parce qu'on ne s'aime pas, mais qui doit avoir une raison d'être, qui ne doit pas être quelque chose qui n'a pas de raison. Et moi, je pense que dans ce que j'appelle l'extrême gauche institutionnelle, ils ont tellement peur d'eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils envoient ce mandat de se présenter aux élections, d'avoir un cadre, d'avoir des discours clairs. Alors par exemple, la dernière fois pour Notre-Dame-des-Landes, à la dernière réunion où je suis allé, je l'ai trouvée passionnante sur ce plan-là. Ils n'ont parlé que d'histoire d'autocar, que ça coûtait 50 €, 5 €, enfin tout un bordel pour Notre-Dame-des-Landes. Mais toutes les questions où des gens venaient, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui nous unit sur Notre-Dame-des-Landes? C'était balayé par le virilisme de service qui tenait à parler de l'autocar. Parce que l'autocar, c'est concret. Il disait, bah non, faut louer l'autocar, ça coûte 1000 € le week-end, donc faut dire, enfin c'était très économique, c'était très intéressant. Et je peux multiplier les exemples comme ça. Au groupe Insoumis que j'ai fréquenté, parce que j'ai été candidat sur une liste insoumise dans le 15e arrondissement il y a 5-6 ans, ils n'ont parlé que d'argent. Et ils m'ont dit, voilà, Pierre, ce que tu dis éventuellement, mais si on dit comme toi, on ne fera pas les 5%. Et si on ne fait pas les 5%, les frais de campagne ne seront pas remboursés. Et si les frais de campagne ne sont pas remboursés, on fait faillite. Ce n'est pas possible. Donc, c'est comme si le virilisme se transformait en entreprise, en quelque chose d'efficace et de quantifiable. Voilà. Et ça, moi, mon travail, je pense, ça consiste à attirer l'attention sur que ce n'est plus une position intéressante, valable, qui a un sens maintenant. Parce que le monde a changé, et c'est très bien comme ça. L'expérience de Nuit-Debout, je pense que c'est la fin du virilisme. C'est quelque chose qui porte quelque chose, parce qu'il s'est passé énormément de choses en dehors des commissions. Et quand des gens, des intellectuels de gauche, comme Marianne Otero, ou comme, je sais plus, des gens comme ça, ne focalisent que sur les commissions, ils rentrent dans une position viriliste d'efficacité, de dire il y a une parole, il y a eu un père qui a dit quelque chose, qui a énoncé un programme, et ça les sécurise. Parce que sinon, pour eux, s'il n'y a pas de père, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est passionnant dans le phénomène des ZAD, c'est justement, d'après ce que je ressens, la ZAD, elle est nulle part et partout. Un jour, elle est Notre-Dame-des-Landes, après le Patagonas, et il n'y a plus cette histoire de patriarcat et de père qui donnent des directives. Et ça, c'est une histoire extrêmement intéressante. Et c'est pour ça qu'il y a une telle tension dans la société, parce que les forces réactionnaires liés au virilisme ne veulent pas perdre ce marché, ne veulent pas perdre leur emprise. Et c'est pour ça leur haine des réseaux internet, leur haine de tout ce qui est organisé, leur haine des femmes, leur haine cachée des homosexuels, leur haine de tout ce qui est de la folie et qui n'est pas dissident. Et je peux citer dans ces groupes d'extrême gauche combien de gens se sont fait virer parce que quand ils prenaient la parole, ils n'avaient pas un discours clair où on leur disait tu parles tout seul, tu es narcissique, tu n'intéresses personne, tu n'es pas dans l'efficacité. Ces gens-là ont été brisés. Et j'en ai vu des gens qui allaient dans des syndicats, qui en ont pris plein la gueule, parce qu'à un moment, ils ne sont plus dans le cadre qui a été défini par une position viriliste et paternelle, et ils perdent de pied, ils deviennent fous. Et je pourrais même citer, dans le cas de Nuit-Debout, des gens qui ont des discours déviants, qui ne sont pas en forme, et finalement on les marginalise, parce qu'ils ne sont pas dans la norme du cadre qui a été défini par les virilistes. Et ça, c'est une position que moi j'essaye de défendre, comme je peux, et mon travail, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses avec l'extrême gauche, parce que naïvement, je pense qu'avec ce que j'écris, avec les films que je fais, je lance un appel à la non-norme. Voilà, je suis peut-être prétentieux, mais c'est mon histoire. Il y a un intermède musical, mais moi j'en ai marre des intermèdes musicaux. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des intermèdes musicaux? Bon, moi je voudrais dire que je suis d'accord avec toi, je pense que le virilisme c'est l'appropriation. Donc il faut arrêter de s'approprier, je pense qu'il faut en effet il faut rester dans la vie, il faut bouger et il faut démultiplier les Notre-Dame-des-Landes. Sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pose une clôture, ça veut dire qu'on s'approprie un territoire et ça veut dire que c'est la fin de la résistance puisqu'on s'approprie un territoire. Mais le patriarcat n'est pas le seul à donner les règles. Le matriarcat donne aussi des règles. C'est pas les mêmes règles, mais dire qu'il n'y a que le patriarcat qui donne des règles, c'est encore une vision machiste. Ça c'est intéressant. Oui, sans déconner, tu me dis que le matriarcat donne pas de règles. Alors, sinon, en ce qui concerne les pauses musicales, on peut les arrêter, il n'y a pas de problème, mais c'était Alfred Deller, et comme c'est un ténor qui a une voix aiguë, pour moi ça avait un sens. Et je m'interrogeais aussi pourquoi dans les radios associatives proches de la gauche officielle, institutionnelle,
il y a toujours des pauses musicales, soi-disant correspondant à l'auditoire. C'est-à-dire, j'ai rien contre le rap et tout ça. Mais c'est comme si, pour dans une question d'efficacité, que ce soit sur radio libertaire ou n'importe quoi, il y a toujours les pauses musicales, mais qui sont encadrées dans un mouvement non violent, mondialiste, je sais pas quoi. Et il n'y a jamais, bon, entre guillemets, ce que j'appelle la musique classique ou la musique répétitive ou ce que vous voulez ou n'importe quoi. Mais c'est comme si la pause musicale devait être intégrée dans un dispositif d'efficacité qui ne serait pas en contradiction à ce que les gens disent. Donc c'est pour ça que je trouvais moins important de passer du Alfred Deller, puisqu'il y a de la musique où il dit kiss me before I die, des choses comme ça, ou she's gone, I never seen. Enfin bon, je parle très mal anglais, je m'en excuse. Voilà, mais c'était ça la position. Alors, en ce qui concerne l'histoire du matriarcat, oui. En ce qui concerne l'histoire du matriarcat, évidemment, la position n'est pas à rejeter. Effectivement, en m'en prenant virilisme, tu as raison, ce n'est pas suffisant. Mais je voudrais juste rebondir là-dessus, et je remercie de m'avoir attiré mon attention là-dessus. C'est... Ouais. Allô ? Ouais. Allô. C'est du direct. Ah oui, c'est bien ça. Non, on sait pas. Alors, merde, faut pas flinguer trop. Oui, la question, c'est me semble-t-il que nous devrions nous interroger non pas sur des histoires de complot, de coupables qui seraient désignés, comme souvent fait l'extrême gauche institutionnelle, par exemple en parlant de Macron, de la banque Rothschild. L'extrême droite aussi, elle est dans le complot. Hein. Oui, mais je ne travaille pas avec eux, c'est pour ça que je ne parle pas d'eux. C'est pour ça qu'il faut sortir du complot, parce que l'extrême droite y est déjà. Donc si on ne sort pas du complot, ça veut dire qu'on est comme dans l'extrême droite, on est dans le complot. Je ne sais pas. Mais si tu veux, en ce qui concerne les slogans réducteurs de l'extrême gauche que je fréquente, ils précisent souvent Macron de la banque Rothschild. Donc je ne vois pas en quoi cette information est intéressante, parce que si Macron était de la banque Lazare, j'imagine, du Crédit Lyonnais, ça ne poserait pas de problème. Si, ça en poserait quand même. Complot aussi. Crédit Lyonnais, 45. Je ne sais pas, mais alors, on est donc dans l'idée, dans l'extrême gauche, toujours pareil, de donner des mots d'ordre simplificateurs, de dire voilà ce qu'on va faire, à bas l'Europe. Quand il n'y aura plus l'Europe, ça ira très bien. À bas le pouvoir, ça ira très bien. À bas, ce que je peux dire, le virilisme. L'Union européenne, d'accord, ou le continent. Je sais pas. À bas le virilisme et tout ira très bien et ça ne pose pas de problème. Donc je reconnais que moi aussi je suis dans cette problématique, mais effectivement j'ai tort de dire à bas le virilisme, tout ira très bien parce que je me lance effectivement, comme dit Barnier, dans le travers que je dénonce. Mais ceci dit, j'ai l'honnêteté d'essayer d'en faire un travail et je pense que le problème, c'est de réfléchir, me semble-t-il, non pas à des choses qui existent, mais à des concepts. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur le concept du pouvoir, de la réunion, et non pas des représentants du pouvoir, de ce qu'ils sont. C'est le concept en lui-même de pouvoir qui doit être réfléchi. Maintenant, je n'ai pas non plus de solution. Mais dire, voilà, on prend cette pilule, aujourd'hui c'est anti-Europe, ça va aller, aujourd'hui on s'abstient aux élections et ça va aller, pour moi c'est de l'ordre de prescription médicale qui ne présente qu'un intérêt limité, sauf pour les gens qui y croient. Les placebos peuvent parfois être utiles, voilà. Mais ça n'a pas une utilité flagrante. Voilà. Ça dépend de quelle Europe il s'agit en plus. Si c'est l'Europe libérale ou si c'est l'Europe syndicale, c'est pas pareil. De toute façon, pour moi, ce n'est qu'un concept, que ce soit l'Europe libérale, ce sont des mots, et il faut réfléchir à ce qu'on appelle le concept de pouvoir, de folie, de l'individu dans le groupe. Qu'est-ce qu'un individu dans un groupe? Qu'est-ce qu'un groupe? Sinon, à mon sens, on n'avancera pas parce qu'on essaiera de montrer une norme qui va nous réunir, mais c'est une norme qui à mon sens, ne correspond à rien. C'est juste un moyen de nous lier par un langage, mais c'est un langage qui est complètement biaisé. Voilà, on est tous d'accord contre l'Europe, mais on pourrait être tous d'accord pour les petits pois, ou les petits chiens, ou la SPA. Il y a des tas de gens là-dedans. Tu veux mon avis, la norme, c'est une appropriation. C'est-à-dire, c'est comme quand on pose une clôture. C'est-à-dire, la norme, ça n'existe pas, en fait. La norme, ça se met à exister quand tu as posé ta clôture sur le terrain, et là, tu définis, tu dis, c'est ça la norme. Si vous êtes dans le territoire, vous êtes la norme. Si vous êtes en dehors du territoire, vous n'êtes pas la norme. La norme, ça n'existe pas. Oui, alors justement, donc ça je rebondis, c'est d'autant plus mon travail qui me perturbe aussi, de constater que parmi les intellectuels, y compris les cinéastes proches de cette gauche institutionnelle, c'est leur idée que je trouve, et là, ils y sont vraiment accrochés, c'est cette histoire que leur pensée devrait générer des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'ils disent d'un côté, nous, dans tous leurs films, ils disent « nous sommes contre la mondialisation »,
nous sommes pour les immigrés, etc. Et ils reproduisent dans leur quotidien le même phénomène où ils demandent des droits d'auteur, d'exister en tant qu'auteur, et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Voilà, c'est un abîme pour moi, parce que comme tu le dis très bien, la norme existe à partir du moment où on définit un périmètre, et donc si tu définis un périmètre, ben, c'est ça la norme. Alors après, tu es dans le périmètre ou tu n'es pas dans le périmètre. Bon, j'espère que j'ai résumé, que j'ai compris ce que tu voulais dire, et je trouve ça sidérant que des personnes qui se targuent de réfléchir dans la réflexion définissent un périmètre de la réflexion en disant qu'ils s'accrochent à un statut de droit d'auteur, qu'ils s'accrochent à ce qu'ils appellent l'exception culturelle française. Franchement, je ne comprends pas. Et alors, ce qui est terrible, c'est que pour moi, c'est un combat, en plus ça perdu d'avance, parce que ce combat de droit d'auteur, de toute façon, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus, et c'est très bien comme ça, parce que le monde a changé. Il n'y a plus de circuit de diffusion pour diffuser des films et les libraires. Les libraires ont disparu, les salles de cinéma n'existent plus, et tant mieux. D'ailleurs, je n'ai aucun regret, parce que souvent ces lieux véhiculaient une littérature ou des films conventionnels qui ne posaient pas la question du film en train de se faire ou du livre en train de se faire, parce que les gens qui sont dans l'interrogation de ce qu'ils font remettent en cause la norme. Et pour un libraire, un cinéaste, il ne va pas diffuser un livre ou diffuser un film qui remettra en cause le fait que ça soit un film diffusé. Parce qu'il dit, dans ces cas-là, moi je m'en sors pas. J'ai une salle de cinéma, ok, ou j'ai une librairie. Si pour toi ce n'est pas une salle de cinéma, ou si la synagogue n'est pas une synagogue, ou si la radio n'est pas une radio, moi je deviens fou, et donc je ne peux pas gérer ça. Voilà. Donc, espérons que tout ça s'écroule. En ce sens-là, je pourrais être comparé à Céline, et je l'assume, sauf que moi, et je le dirai en dernière partie, je pense que de cet écroulement naîtra quelque chose d'extraordinaire, de beau, de lumineux, qui va nous tout transcender. Voilà. Et vraiment, c'est pour moi une interrogation. Je ne comprends pas que des cinéastes qui posent la question du territoire de la norme, enfin, s'accrochent à leur histoire de droit d'auteur, me disent « Ah ben non, parce que quand même, je suis auteur, je suis reconnu comme auteur, même si je touche 1 euro de la SACD, ou 3 euros, moi parfois je touche 15 centimes, parce que tu penses que l'argent récupéré par les œuvres a plus de sens d'aller aux commerciaux et aux structures de production plutôt qu'aux individus, l'individu de l'auteur. C'est-à-dire que c'est mieux que l'argent touche d'un film Google qui gagne son fric par rapport de la pub qui a servi le peuple, plutôt que de l'individu qui l'a fait, plutôt que de l'individu qui fait l'œuvre et qui touche rien. Je préfère que ça aille aux structures plutôt qu'à l'individu. Je vais te répondre tout de suite sur ce plan-là. Déjà, il faudrait s'interroger, excuse-moi, sur le concept argent. Mais ça, c'est pas une pirouette. Est-ce que l'argent va de soi? Il faudrait réfléchir à ces questions d'argent. Maintenant, non, l'argent touché. Si dans le contexte Attends. Bon, comme on est dans le contexte de l'argent, je te réponds à ta question, c'est pas une pirouette. Eh ben non, c'est très simple. L'argent qui est réparti par les droits d'auteur, pourrait aller à quelque chose qui ne serait pas reversé aux auteurs. Ça pourrait aller à ouvrir un lieu pour tout le monde, à ouvrir un centre pour les élèves. Je peux trouver plein de solutions que cet argent récolté n'irait pas à Google, comme tu dis. Google récupère de l'argent avec le film que tu passes. Oui. Si tu passes ton film sur Google, c'est Google qui récupère de l'argent avec la publicité qui récupère. Donc tu dis que c'est en plus l'individu qui a fait le film qui doit lui donner de l'argent au corps et Google lui n'aurait encore rien à faire. Je vais pas m'étendre sur ces questions parce que ça ne me passionne pas. De mon point de vue, me semble-t-il que quand on passait un film dans une salle de cinéma, ça allait aussi dans la municipalité élu soi-disant par le peuple. Quand on passait un film dans une salle de cinéma, la recette allait soi-disant à la municipalité, soi-disant élue par le peuple. Or, j'accuse le directeur de la salle de cinéma ou de gauche bien pensant d'être le cousin de la cousine du sénateur et de toucher un système de pot de vin crypto-soviétique. Justement, Pierre, je dois reconnaître que ce qui vaut vraiment dans ton cinéma, c'est que tu passes ton cinéma partout, dans les cafés, dans les prés, un peu partout, ailleurs que dans les salles de cinéma. Oui, c'est fondamental. Et ailleurs que sur Google, en général. Oui. Je dois aussi reconnaître que quand on joue pour toi, généralement, on n'est pas reconnu socialement parce qu'on n'a pas son nom au générique. Et donc, on participe de ce grand mouvement dont tu parles, qui n'est pas l'appropriation. Je voudrais quand même dire que quand on n'a pas d'argent, on a besoin d'argent. C'est juste une petite nuance. Parce que tu disais, bon, moi, j'ai pas besoin d'argent. Certes, tu n'as pas besoin d'argent, c'est très bien. Mais voilà, le problème, c'est que le peuple a besoin d'argent. Et c'est aussi pour ça qu'il se révolte. C'est parce qu'il n'a rien à perdre, parce que justement, il a besoin d'argent. Non, mais attends, on est d'accord. Est-ce que la question de la critique de l'extrême droite, de ton point de vue bourgeois, n'est pas exactement la même pensée bourgeoise qui te dit que tu es contre les droits d'auteur? Est-ce que c'est pas est-ce que ta réflexion ne découle pas justement de ton milieu de naissance? Et que si effectivement tu n'avais pas de pognon
Tu pourrais te battre pour avoir l'argent des droits d'auteur et te battre à ce moment-là. Là, tu passes sur quoi? Tu passes sur quoi? Tu passes sur YouTube. Pourquoi YouTube et les autres vont récupérer de l'argent avec ça? Et alors que voilà. Bon, mais alors tout à fait. Donc je réponds à des questions et je reprends ce que je disais pas. Oui, je suis un petit bourgeois et donc j'ai un point de vue de possédant et de petit bourgeois. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que c'est au nom des petits bourgeois que je critique les droits d'auteur, puisque je n'ai pas un crédit d'auteur. Ça, je l'ai dit, je peux le répéter. Le problème, c'est là où ça coince. Ce n'est pas, mais je le dis, je le reconnais, ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin d'argent pour vivre, ce n'est pas pour autant que je dois inciter mes collègues réalisateurs à se plier la courbe et à rentrer dans un système des écrivains, alors pour qu'ils aient, c'est les chiffres officiels droits d'auteur, moins de 10 € par an. C'est les chiffres officiels. Je n'ai pas à cautionner un système d'humiliation de mes collègues. Maintenant, mes collègues font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai dit que je n'avais pas besoin d'argent pour gagner ma vie. C'est mon problème. C'est ni bien ni mal, c'est un fait. Et j'ajoute, me semble-t-il, que Mahler, enfin tous les gens de l'extrême gauche dont j'ai cité les noms, Mélenchon et tout, je pense qu'ils sont dans mon cas, qu'ils n'ont pas besoin de gagner leur vie. Voilà, je peux citer les noms, tous les réalisateurs ad hoc. Pardon ? Oui, tous les réalisateurs qui font des films, qui passent à la télé, s'ils n'étaient pas bourgeois, ils ne pourraient pas faire de films, puisqu'il faudrait qu'ils gagnent leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner leur vie qu'ils font des films. Il n'y a pas de réalisateur prolétarien. Il y en a eu un, c'est Paul Carpita, et je ne sais même pas si c'est vrai. Il n'y a pas d'écrivain prolétarien, ça arrive, mais c'est très rare. Dans la majorité, ce sont effectivement des fils de bourgeois qui n'ont pas besoin de gagner la vie. Ce n'est pas grave en soi. Mais là où c'est criminel, mais c'est là où c'est criminel, là où c'est criminel, c'est que les fils de bourgeois. Parce que là, tu ne parles que des cinéastes reconnus. Donc tu es en train de faire déjà une. Attends, tu rentres dans une norme. J'ai parlé de l'extrême gauche. J'ai parlé des cinéastes de l'extrême gauche. Réalisateurs qui sont pas le milieu bourgeois. J'ai parlé des cinéastes de l'extrême gauche, c'est eux que je vise. Donc ceux qui visent l'efficacité, donc ceux qui sont reconnus, donc ceux qui. J'ai parlé des cinéastes de l'extrême gauche. Je n'ai pas parlé de cinéastes. Des noms, c'est qui les cinéastes de l'extrême gauche? Non, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que Pierre, il est pour la liberté, il est pour la liberté de penser, mais la circulation des idées aussi. Ce qui est grave, il ne va pas s'approprier ses idées parce qu'il les fait circuler. Il est en train de, il fait circuler ses idées. Il est tout le temps sur Internet en train de lancer ses idées. Il ne demande pas de droit d'auteur. Ce qui est grave, c'est que des. C'est vrai qu'il est pour la liberté de penser, pour la circulation des idées, la libre circulation des idées. Tu ne peux pas lui enlever ça. C'est pas possible. Ce qui est grave, ce sont que des fils de bourgeois cautionnent ce système d'esclavage au nom du peuple. C'est là où ce sont des crapules qui disent nous voulons des droits d'auteur. Le droit d'auteur, oui, l'esclavage qui eux-mêmes. Si les gens qui veulent le droit d'auteur me disaient je veux toucher ces droits d'auteur parce que j'en ai besoin, je m'en fous. Mais ce n'est pas ça qu'ils disent. Ce n'est pas ça qu'ils disent la SACD. Je peux te ressortir des textes. Ils disent que le droit d'auteur est une fonction de démocratie, de garant contre Google, contre les Américains. Évidemment, la SACD gagne de l'argent là-dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Et pour en finir là-dessus, oui, j'accuse l'extrême gauche institutionnelle de s'en prendre à Facebook parce que Facebook est aux mains des Américains et aux mains d'un juif. Et que si Facebook était français, je ne suis pas sûr qu'ils diraient la même chose. Ils n'ont jamais rien dit contre Dailymotion. Ils n'ont jamais rien dit contre Dailymotion qui a fait faillite. Ils n'ont, je répète, je n'ai jamais vu un communiqué de Mélenchon, de Haddock et des réalisateurs de la SRF contre Dailymotion. Alors évidemment, ça fait faillite. Donc pour eux, c'est pas un problème. Ils avaient mis en place un système de droit d'auteur aussi, avant. Mais Dailymotion aussi. Mais c'est des Français. Oui, mais c'est des Français. Donc ils n'en sont jamais près de Dailymotion. C'est ça que je constate. Et je constate que cette attaque contre les réseaux sociaux, comme par hasard, voilà, mais ça j'ai pas de preuve, je ne veux pas dans le complot, c'est moi ce que je note. Et en plus de ça, ces mêmes cinéastes de la gauche institutionnelle qui touchent les droits d'auteur, non pas pour eux, ce qui ne me dérangerait pas, mais qui disent que c'est pour le peuple, que c'est pour la culture, que pour cette exception française, n'ont aucun problème. En plus, avoir des articles dans la presse bourgeoise qui appartiennent aux marchands de canons. Voilà, Libé. De toute façon, la France aux Français, l'exception française, ça commence à être fatigant. Oui. De ce point de vue-là, moi, je suis contre. Ça veut dire quoi? On s'approprie quoi? On va mettre Made in France, on va s'approprier tout Made in France. Ça aussi, c'est une appropriation. Oui, mais alors ça, je pense que c'est ce que j'appelais dans le virilisme, et c'est une grave erreur, je reconnais, je devrais s'appeler ça dans le terme, c'est l'idée de trouver une norme entre nous qui nous permettrait de nous fédérer. C'est-à-dire, on va se fédérer en disant, ok, aujourd'hui, on défend Notre-Dame-des-Landes, demain, mais ça, c'est très bien Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais c'est comme si on avait besoin d'un discours commun pour exister. Et c'est ça l'erreur, à mon avis. Moi, je reviens à cette dernière partie. Contrairement à Céline, je pense que l'avenir de l'humanité,
j'ai ce point avec Céline, certainement, d'avoir voulu dénoncer le langage et les normes et de ricaner contre tous ceux qui ont une solution. Je pense que Drieux-La Rochelle, de Céline, je l'ai moins lu, j'avais été très touché par l'œuvre de Drieux-La Rochelle, qui a été au début communiste et qui après a été fasciste. Et je vois bien que j'ai ce point commun avec lui, c'est qu'il est tout le temps ricané sur ceux qui ont un programme, que ce soit les Croix de Feu, que ce soit les gens qui veulent encenser les anciens combattants. Il y a cette espèce de ricanement du connard à la tribune qui a la vérité et la parole circule comme j'essaie de le définir. Justement, il faut ricaner jusqu'au bout, y compris sur l'extrême droite. Oui, mais bien sûr qu'il faut ricaner. C'est pour ça, là on touche un peu aux limites de Drieux-La Rochelle et de Céline. C'est-à-dire si tu ricanes, c'est jusqu'au bout. C'est ce que je te dis, ils ont arrêté de ricaner. Bon, Drieux-La Rochelle, ils ont arrêté de ricaner. Voilà. Et comme Godard aussi, Godard ne ricane plus. Godard, dans l'idée de ce morphon, ne parle plus qu'à son chien et un mépris. C'est-à-dire, il pense que ils sont tellement bêtes d'être à la tribune, de trouver des trucs pour se réunir alors qu'ils ont peut-être juste envie de baiser, voilà, pour dire les choses c'est important aussi. De manière plus claire, voilà, que c'est peut-être ça ce qui nous réunit. Et comme ce n'est pas dit, eh ben on invente les droits d'auteur ou tous ces machins-là. Oui, c'est une question intéressante. Mais, si tu veux, moi, contrairement à Céline et à Godard et à Drieux-La Rochelle, je pense qu'on va arriver à quelque chose de très beau, ce que j'appelle la fin du comité central. Il n'y aura plus jamais de comité central. Voilà. Parce que les gens n'en veulent plus, ils ne veulent plus répondre à des mots d'ordre, et on va vers une éclosion de groupes multiples. Moi, par exemple, à mon petit niveau, je pense que je suis le produit de ça. Voilà, j'ai une structure qui est Pierre Merechkovski, mais qui est mouvante, qui à un moment est Radio Radar, qui est relié avec de gens à lire. C'est comme si j'étais un électron qui se percute dans plein de structures. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus, qui accepte la contradiction. Et il n'y a pas de comité central. Oui. Attends, je reviens. Excuse-moi, il y a la pause musicale. Non, il n'y a plus de pause musicale. Il est 9h, presque 5. Tu as besoin d'une pause musicale, non? Non, il n'y a plus de pause. Non, c'était simplement pour revenir sur une seule question que j'avais à te poser. Ouais, bah vas-y, je t'écoute. Donc tu disais tout à l'heure que tu étais contre l'expression la France aux Français. Tu es contre aussi l'expression la Palestine aux Palestiniens et Israël aux Israéliens? Parce que si tu parles d'extrême gauche, la France aux Français, est-ce que c'est pas exactement la même phrase que la Palestine aux Palestiniens? Ah bah oui, bien sûr, mais de toute façon, on en met là. La question d'Israël, puisque tu en parles, elle est pour moi symbolique justement d'une certaine gauche institutionnelle qui a trouvé un moyen de se fédérer. C'est-à-dire, voilà, Israël c'est une verrue, enfin je ne sais pas leur délire, mais c'est pour eux un moyen consensuel de dire nous sommes contre le capitalisme, donc nous sommes contre Israël. Voilà, c'est gravé dans le marbre, on ne peut pas en discuter, mais ça permet de ne plus réfléchir, tu vois. Alors effectivement, quand ils sont contre la France aux Français, mais quand dans une manifestation d'extrême gauche, il y a la Palestine aux Palestiniens, ils trouvent ça très bien. Mais ça, c'est pas qu'ils sont cons, en son sens, je serais assez célinien, malgré moi, c'est de dire que les gens se fédèrent sur un programme pour pas parler d'eux-mêmes, de pas parler de ce qui le touche, de l'essentiel, et trouvent des mots pour... Alors ça pourrait être le mot frigidaire, tu vois. Au lieu de parler de Palestine, ils pourraient dire on va acheter des frigidaires, ou on va partir en vacances. Non, là, c'est dimanche, on va à la manif antisioniste, tu vois, mais ça pourrait être aussi dimanche, on va au Club Méditerranée. En ce sens-là, oui, j'ai une certaine... acrimonie qui pourrait être semblable à ce que j'ai lu sur Céline, sur des éditeurs, ou sur Drieux-La Rochelle, ou d'autres personnes. Là encore, on est sur l'appropriation, c'est-à-dire, on pourrait dire, non pas la Palestine aux Palestiniens, mais la Palestine, pas aux Israéliens, uniquement aux Israéliens. Tu vois ce que je veux dire? Si on définit par le négatif, si on dit on est contre le fait que la Palestine soit les Israéliens, c'est un peu différent de dire la Palestine aux Palestiniens. Pourquoi on ne ferait pas justement tomber les frontières? C'est justement mon idée. C'est justement, enfin c'est pas mon idée, c'est l'idée de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on dit la Palestine aux Palestiniens, on érige des frontières. Oui, là, si on dit on est contre le fait que toute la Palestine soit les Israéliens, déjà ça élargit les frontières. Mais ça, tu vois, la question Israël, moi je veux bien en parler, c'est pas la question, mais pour moi on est dans le régime de la prescription, y compris moi ce que je dis en parlant d'Israël-Palestine, en parlant du gage. Me semble-t-il que la position juste politique, est-ce que ce n'a pas fait Céline, est-ce que n'a pas fait Godard, est-ce que ne fera pas Manuel Otero et certains réalisateurs d'Ad hoc, c'est d'aller sur place, en Israël et en Palestine, et de créer par le cinéma ou par la culture, ou ce qu'on est en train de faire là, peut-être maladroitement, une tentative d'agora. C'est-à-dire qu'il y aura un texte qui sera proposé, voilà, et ce texte, bon, pour moi, le texte que j'ai proposé, c'est moi qui l'ai écrit, là, c'est ce que j'ai, quelques notes que j'ai prises, et après ce texte, tout le monde peut se l'approprier. C'est ça qui, à mon avis, le monde nouveau. Il est plus intéressant de se positionner sur méchant Israël, méchant LP, tout ça c'est dépassé. Il faut aller là-bas et créer des agoras, c'est-à-dire des rencontres où, à partir d'un texte, chacun fera
ou dira ce qu'il croit devoir faire et que je ne sois pas encadré par un système viriliste d'efficacité, d'encadrement et de tour de parole. Et je pense que c'est ce bouillonnement de rencontres que même en Israël-Palestine pourrait jaillir quelque chose. Mais tant qu'on sera dans la prescription des slogans, un seul État, deux États, les religieux, je sais pas quoi, le Parti communiste, on n'avancera pas parce qu'on n'est pas de chair et de sang. Et que pour être de chair et de sang, il faut aller là où sont les gens et créer quelque chose avec eux. Créer une espèce d'agora qui nous échappe. Et justement, sans les droits d'auteur, en disant que le texte, il n'est plus à moi. Je l'ai écrit, mais il ne m'appartient plus. Tu vois, là c'est enregistré, ça m'appartient plus. C'est comme ça. Voilà, c'est comme la pensée. C'est ça qui, à mon avis, est l'espoir. C'est que maintenant, partout dans le monde, les gens commencent à créer ce système d'agora. Le problème vient de là, ça m'appartient. Oui, mais justement, mais ça peut plus appartenir. Je crois même qu'en Iran, alors en Iran, c'est peut-être un délire que j'ai, mais j'ai l'impression que les dernières manifestations, elles n'ont pas lieu à Téhéran. Parce qu'à Téhéran, ils cadrent tout. Donc on les a fait à la campagne. Et est-ce que c'est pas la même chose qui se passe en France actuellement ? Est-ce que c'est pas la même chose avec Notre-Dame-des-Landes ? Est-ce que c'est pas pour cette raison qu'on n'a pas pu expédier les zadistes ? Parce qu'en fait, je pense qu'au niveau théorique, je suis persuadé que c'était pas un problème de les expulser au niveau pratique. On envoie 10 000 CRS, les coffres, et on n'en parle plus. Mais je pense que la police a la vertu de pouvoir en place en disant ok, on les vire. Mais nous, si vous voulez que ça reste en ordre, il faut qu'on reste là 3 ans, le temps du chantier, 4 ans. Et donc, avec les 3 vies, il faut qu'on y ait 8000 policiers jour et nuit. C'est pas possible. Il n'y a pas 8000 policiers jour et nuit, il n'y a plus les moyens financiers. Et même Donald Trump, quand il a voulu faire son mur à la con, il ne peut pas le faire, le mur. Parce qu'il faudrait le garder sur 5000 km. Il faudrait toute l'armée américaine. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus assez de militaires, il n'y a plus de gens. Donc tout ça, c'est dépassé. Tous les concepts où on disait, voilà ce qui va être le bonheur de l'humanité, le communisme, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, maintenant c'est fini. Et je pense qu'on va rentrer dans l'ère de l'agora, où les gens vont se réunir justement pour rien. Voilà, parce qu'ils auront envie. Pour moi, Nuit debout, c'est déjà un exemple flagrant. Pourquoi il y a une Nuit debout ? Parce que les bistrots, c'est déjà hyper cher, même pour les fils de bourgeois, voilà. Même pour eux, ça devient cher. Il n'y a plus d'endroit d'expression, il n'y a plus d'endroit à parler, et ça a été vital pour les gens, un moment d'aller sur une place, justement pour rien. Et c'est ça qui est terrible, c'est que l'extrême gauche institutionnelle, à mon avis, a voulu normaliser ça, présenter des gens aux élections, enfin, donner un cadre, mais peut-être que Soupir, et t'as raison, je dois arrêter de ça, parler de ça parce que c'est pas intéressant. Non, mais tu as raison, c'est pas intéressant. Je ne dois plus parler extrême gauche institutionnelle, je dois faire ce que moi j'ai à faire et ne plus parler d'eux. Voilà, je te sens soupirer et merci. Tu dois faire ce que tu as envie de faire. Oui, ce que je crois devoir faire. Est-ce que tu penses que l'aéroport de Notre-Dame n'a pas été construit grâce aux pacifistes, c'est ça ? Non, l'aérodrome de Notre-Dame ne sera pas construit parce que ça coûte trop cher, il n'y a plus d'argent pour le faire. Non, parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu aussi une utilisation de la violence. Et à un moment donné, si tu n'as pas à la fois des pacifistes, des agoras, et en même temps des gens radicaux qui peuvent pouvoir s'opposer à la violence de l'État avec leur propre violence, je suis désolé, mais c'est grâce à ça. Mais j'ai pas dit que j'étais contre ça. Il n'a pas dit que c'était pacifiste. Mais j'ai pas du tout dit ça. Je sais que t'as pas dit ça. J'ai posé une question. Mais je te réponds. C'était une question perfide. Mais je te réponds sans ambiguïté. Je pense qu'à Notre-Dame, t'es contre la violence. Pas du tout. Je pense qu'à Notre-Dame, le fait qu'il y ait des gens violents, même s'ils sont peu nombreux et s'ils sont organisés, c'est un problème pour le pouvoir parce qu'ils se sont dit il y aura peut-être un mort. Et ça, c'est pas acceptable pour le pouvoir qu'il y ait des fils de la bourgeoisie qui meurent. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce n'est pas acceptable. Non, à Sivins, oui. Tu peux pas dire que tous les gens qui sont là-bas sont des fils de la bourgeoisie non plus. Ah non, mais par contre ceux qui sont... Donc pourquoi est-ce que ce serait forcément un fils de la bourgeoisie qui allait mourir sur le champ ? Parce que ça, a priori, pour se poser la question, je ne sais pas pourquoi, et ça m'interpelle, il n'y a pas eu pour l'instant de ce qu'on appelle les quartiers sensibles qui sont à Notre-Dame-des-Landes. La seule jonction que j'appelle entre les quartiers sensibles et les fils de la bourgeoisie, c'est là l'enterrement d'Adama Traoré où je suis allé, où il y avait à la fois des gens mis debout de mon genre fils de la bourgeoisie et les Beurs et les Arabes à Beaumont-sur-Oise. Je ne sais pas la raison, elle m'a profondément interpellé et profondément fasciné, mais a priori la jonction des gens entre guillemets des quartiers, ils vont pas à Notre-Dame. Maintenant, je suis peut-être dans l'erreur, il y a peut-être aussi des gens pas du tout de la bourgeoisie, j'en suis certain, qui sont à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais la question de la violence, je n'ai jamais dit que j'étais contre, je dis simplement que ce que j'appelle le virilisme et de dire on va s'imposer par la force parce qu'on a des couilles au cul, je trouve pas ça intéressant. C'est juste ça que je dis. Donc je citais l'exemple de comité Antifa, où j'ai vu passer ça, où leur but c'est quand même de nettoyer l'extrême droite d'un quartier. Mais ça, pour moi, c'est pas un programme politique.
enfin je peux te citer d'autres personnes, il y a Nadia, enfin je ne suis pas là pour donner les noms, il y a des gens plus compétents que moi qui ont réfléchi là-dessus, entre autres une certaine Nadia dont je rends hommage parce qu'elle écrit beaucoup là-dessus. On ne s'opposera pas à l'extrême droite par une histoire de virilisme en les butant d'un quartier. À mon avis, c'est pas ça l'intérêt. On s'opposera à l'extrême droite en ayant un discours, par des idées, par une réflexion, mais pas en leur filant un pain. C'est pas le discours qui a été mis en place depuis plus de 40 ans, ça? Maintenant, qui a échoué? Ah bah non, pourquoi il a échoué? Oui, parce que tu trouves qu'effectivement l'extrême droite, avec la montée du Front National depuis les années 80, le discours pacifiste dans lequel tu dis on va arriver à effectivement expliquer aux gens, il a fonctionné. Oui. Il a fonctionné. Oui. Donc effectivement, il n'y a pas de problème d'extrême droite actuellement en France et en Europe. S'il y a un problème actuellement d'extrême droite en France et en Europe, c'est que justement ce discours-là n'a pas fonctionné. Et donc ensuite, deuxième chose aussi, quand tu dis que le principe de dire on va nettoyer, en plus je pense pas que ça n'a jamais été ce mot-là, on va virer tous les mecs d'extrême droite de ce quartier-là, c'est forcément un discours viriliste, ça veut dire que tu n'es pas dans une vision égalitaire avec les femmes, parce qu'il y a des femmes qui font partie aussi des mouvements pour les virer. La violence, si tu veux, à un moment donné, elle ne doit pas être associée qu'aux hommes, enfin je veux dire, elle est à la fois chez les hommes et chez les femmes, et l'intérêt, c'est de tomber dans une véritable notion d'égalité là-dessus. Et quand tu dis qu'elle est forcément que mec, tu t'inscris toi aussi dans une vision paternaliste. Parce que c'est comme si les femmes, mon Dieu, c'était des femmes qui étaient gentilles, qui n'allaient pas utiliser la violence. Je suis d'accord avec Pierre. Attends, ça c'est non, tu renvoies à la notion viriliste. Parce qu'il y a même en plus employé tout à l'heure la cool. C'était assez drôle en critiquant le dispositif d'extrême gauche en disant c'est contre le virilisme. Non, juste moi ce que je voudrais dire, je suis d'accord avec Pierre, ça peut pas être un objectif d'extrême gauche que de nettoyer un quartier, qui est en plus une expression qu'on retrouve plutôt à l'extrême droite. Par contre, si on est nettoyé, on va pas tendre l'autre joue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, résister, c'est aussi faire violence à la violence. Mais ça ne peut pas être un programme politique, c'est évident. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est toujours soit on est pour, soit on est contre. Et là où tu as raison, c'est qu'il faut apporter une troisième proposition qui dépasse les deux premières. Parce que tant qu'on est dans des camps retranchés, tu m'attaques, je me défends, je t'attaque, tu te défends, il n'y a pas de troisième proposition. Moi je crois que la troisième proposition, c'est cette histoire d'agora, de rencontre informelle qui n'a pas une fonction d'aide précise et qui n'a pas un cadre donné. Moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler et je suggérais même, peut-être à une certaine naïveté, que les manifestations contre Notre-Dame-de-Landes, j'avais entendu ça la dernière fois que je suis allé à la Réunion, quelqu'un a dit dans l'Assemblée, c'était très touchant, de toute façon, s'ils expulsent Notre-Dame-de-Landes, ils vont devoir envoyer 6000 CRS à Notre-Dame-de-Landes. Donc dans ce cas-là, ils ne seront plus à Paris. Et moi, je pense qu'on devrait maintenant faire des manifestations aux portes de Paris par groupe de 3 tournants. C'est-à-dire que la manif, elle est partout et nulle part. Voilà, c'est une piste que j'essaie de soumettre. Tu as raison, parce que c'est comme ça qu'ils font maintenant avec la police. Ils les contrent plus frontalement, ils les mettent un peu partout. Voilà. Donc pour contourner la police, il faudrait être un peu partout et pas frontalement. Maintenant, il ne faut plus faire des manifs centrales, il faut en faire partout, même de 3 ou 4 personnes, et que ça tourne. Et alors, pour répondre à ta question de la violence, oui, mais Notre-Dame, il y avait des gens violents, mais je maintiens, ils étaient, peut-être malgré eux, soutenus par un discours que plusieurs personnes ont dit. Il y a eu des écrits, il y a des choses précises qui ont été écrites sur Notre-Dame qui justifiaient, même s'ils n'ont pas lu ces articles, qui sous-entendaient cette violence. Maintenant, la violence que j'appelle de l'extrême gauche institutionnelle telle qu'elle peut exister, je reconnais que dans ce qu'on appelle le cortège de tête, j'ai été touché par certains textes qui ont été écrits, où des gens expliquaient calmement, enfin par écrit, pourquoi ils s'en prenaient aux banques. L'avant, c'était pas l'extrême gauche. L'avant, c'était plutôt des gens qui sont libertaires, dans une mouvance anarchiste et qui sont dans les black blocs. Ce n'est pas l'extrême gauche. Deuxième chose, le problème, tu es en train de dire, le problème de l'extrême gauche à un moment donné, c'est que la violence a été considérée comme interdite par la gauche et par l'extrême gauche après les années 70. Mais la violence a toujours été maintenue, si tu veux, par rapport à l'État et par rapport à l'extrême droite. Par rapport à l'État et par rapport à l'extrême droite. Le problème, si tu veux, que je trouve de l'extrême gauche, c'est que maintenant il s'agit de se réapproprier la possibilité d'utiliser la violence parce qu'il y a des violences légitimes, il y a des violences politiques. Et à un moment donné, ce qui a flingué la gauche et l'extrême gauche, c'est uniquement ce discours pacifiste non appliqué. Ce qu'il faut, c'est les deux. Un discours pacifiste, une structure, un discours, et après on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais à un moment donné, prétendre qu'à un moment donné, tu vas te battre contre des gens d'extrême droite qui sont violents uniquement avec tes propos, ça ne marche pas. Sauf si effectivement tu t'es jamais retrouvé en première ligne devant des manifestations contre le Front National. Et là tu t'en prends plein la gueule, c'est tout. Donc à un moment donné, s'amuser encore, retomber avec cette idée bien gentille qui consiste à dire les 3 personnes qui vont effectivement voir au combat et qui essaient de se bouger les fesses contre les mouvements violents, si tu veux, tu es en train de les critiquer, je vais te dire c'est scandaleux. À un moment donné, il faut revenir à la possibilité d'avoir une violence légitime. On ne fait pas de révolution, on ne fait pas de révolution, on ne change. Bien sûr qu'il faut rester. J'ai toujours été d'accord. Ah oui, mais alors le problème
problème, c'est qu'il y a certains... Mais qui t'a dit qu'il n'y avait pas de texte? Moi, je te réponds, et on ne parle pas de personne en particulier. J'accuse dans un cas. J'accuse, mais je ne citerai pas de nom, j'accuse certaines personnes que j'appelle de l'extrême gauche institutionnelle de prôner la violence sans texte. C'est un extrême gauche institutionnel. Je te réponds, je te répondrai après, mais j'ai pas envie de citer des noms. J'accuse certaines personnes, et j'ai pas envie de citer des noms, qui ont une pensée, qui disent nous allons être violents. Gauche, hein, c'est pas gauche institutionnelle, c'est pas le cinéma de gauche. Tu dis extrême gauche. Oui, c'est de dont je parle. Alors je recommence. J'ai dit dans le préambule que j'entendais par extrême gauche ceux qui se présentaient aux élections, plus sur satellite. D'accord. Bon, alors j'ajoute qu'effectivement, a priori, c'est l'extrême gauche institutionnelle, mais contre la violence, puisque ça leur fait perdre des voix. Mais j'ajoute simplement qu'il me semble que des gens qui ne font pas partie de cette extrême gauche institutionnelle, qui prônent la violence, donc on va citer un nom, par exemple le Satus Raconta, c'est coupable comité invisible. Parce que d'après ce que je comprends, ils prônent la violence par écrit, avec des arguments assez précis. Là où ça me pose un problème de réflexion, c'est qu'est-ce que vient faire Heidegger là-dedans? Qu'est-ce que vient faire Heidegger dans ce dispositif? Et j'aimerais bien avoir une réponse. Qu'est-ce que vient faire Heidegger dans le dispositif de réappropriation des terres, de réappropriation des masses, de réappropriation de la culture? Qu'est-ce que vient faire Heidegger? Comme je n'ai pas de réponse là-dessus, qu'est-ce que vient faire Hazan là-dessus, l'éditeur? Comment il peut éditer des bouquins prônant, comme tu me dis, disant que la violence dans certaines conditions est une nécessité révolutionnaire si elle s'appuie sur un des textes, et je suis d'accord avec toi, comment ça peut être repris par l'éditeur Hazan, qui en même temps édite le livre de la charmante de la jeune femme, qui prétend que toute personne blanche, de toute façon, est un orthocère et une crapule. Donc, à abandonner le champ de l'internationalisme. Donc, à abandonner le champ de la lutte des classes. Donc, à abandonner les choses qui nous sont chères. Donc, je te dis juste que des gens qui sont chers. Qui te sont chers. Parce que moi, je te l'ai déjà dit, je crois à un mouvement interpopulaire et non pas international, vu que pour moi, le fond et l'origine de beaucoup de problèmes actuels, ce sont les États-nations. Et donc, à partir du moment où je pourrais accorder du crédit à des propositions nationales ou internationales, eh bien, je serais en contradiction avec les bases mêmes de ma pensée. Interpopulaire. Aujourd'hui, on a des peuples qui sont divisés à travers les États-nations. Bon, en France, ouais, enfin, moi je te coupe, mais oui. C'est pas que c'est pas intéressant, mais voilà, mais c'est ce que je reproche. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de nous, tu vois, mais j'assume le fait de parle de nous. Ouais, mais je pense que nous, moi, naïvement, nous 5, enfin, je sais pas, 4-5, bon, les personnes. Qui sont... Oui, de la table. Enfin, de nous 4. Parce que tu as dit nous. Non, mais nous. Non, justement, j'ai intervenu. Non, je suis intervenu. Je te réponds, nous, pour moi, c'est les 3 personnes. La personne qui est là, la personne qui est derrière et la personne qui est derrière. Ceux qui parlent, ceux qui écoutent. Ouais, bon, et puis peut-être au café, ça je ne sais pas. Bon, voilà, nous, c'est ceux qui... Non, il y a des gens qui écoutent là aussi, puisque j'ai eu un message. C'est ceux qui sont qui partagent quelque chose. Mais il n'y a pas de complot. J'ai jamais parlé de complot. Mais je parle des gens qui partagent quelque chose avec nous en ce moment, dans le sens du terme. Voilà. Et je pense naïvement que c'est par la pratique qu'on fera... Alors, faire cette radio, c'est une pratique, évidemment. C'est une expérience. Voilà. Mais c'est par la pratique et l'expérience qu'on pourra avancer dans quelque chose. Voilà. C'est ça que je redis. Le discours, évidemment, est intéressant, le texte est intéressant, mais je pense que c'est par la pratique. Alors, j'ai du mal à définir ce que c'est qu'une pratique, tu vois. Mais il me semble que ça ne peut pas être que par les slogans. Alors, peut-être c'est une pratique de vie, peut-être qu'il faut qu'on habite tous ensemble, peut-être qu'il faut qu'on fasse un hold-up, je sais pas, tu vois. Mais moi, je me pose la question. On ne peut plus, nous, asséner des slogans, même si je les respecte, tu vois, peuple, nation, tout ça, me semble, et je répète, la radio, je te remarque, c'est une pratique, ça, je répète. Hein. Mais il faut qu'on essaye par notre pratique, de faire quelque chose qui fera que nous-mêmes, mais voilà, mais j'ai pas tu vois, c'est un appel, j'ai pas de solution à ça, tu vois, j'ai pas de remarque. Et je rebondis sur une certaine personne qui prône la violence. Je me demande si pour eux, c'est pas un moyen de se donner une pratique en disant, moi je prône la violence, donc je propose une pratique. Mais comme ils ne la font pas eux-mêmes, cette violence, souvent parce que ceux qui la prônent, et je peux citer des noms, mais je ne le ferai pas, ne la font pas, c'est donc pour moi vraiment pire que des farceurs, puisqu'ils ne la font pas. S'ils la faisaient, au moins je comprendrais. Mais peut-être que la violence en groupe pratiquée
peut être une expérience. Bon, moi, c'est pas, je me sens pas compétent pour ça, mais au moins, j'y trouve une certaine légitimité. Peut-être que des gens, je peux le comprendre. J'ai lu des textes là-dessus, qu'il y a des choses solidaires. Tu disais que tu voulais des textes. Oui. Tu disais que tu voulais des textes. Alors, personnellement, pour moi, la pratique, c'est le texte. Mais j'ai pas à l'imposer aux autres, bien sûr. Tu dis que tu veux des textes et que tu ne veux pas une violence qui soit pas appuyée sur des textes et sur le fond. Donc, partant du principe. Donc, je veux une pratique. D'accord. Il faut bien déjà au départ des textes qui puissent légitimer ou justifier ou expliquer une pratique de violence. Si tu n'as pas déjà ce premier texte, tu peux pas ensuite demander des textes pour que les gens fassent ça. Donc, par rapport aux autres, que je suis pas. Non, mais parce que pour moi, le texte, c'est mon histoire. Je suis pas sûr. Moi, c'est. Attends, excuse-moi, le texte, c'est mon histoire. Je n'ai pas dit que les gens décideraient autour de texte. C'est mon problème personnel, c'est ma névrose. Moi, c'est mon histoire, c'est ce qui me permet d'exister. Mais il y a certainement moyen de se fédérer sans les textes. Ça, c'est clair, sans les textes. Oui, mais ce que je veux dire simplement, c'est que quelqu'un qui arriverait à expliquer pourquoi, à un moment donné, à une époque donnée, il pourrait être légitime qu'à un moment donné, il puisse avoir c'est une personne avec une crapule. Parce que Proudhon a écrit des textes comme ça, Ravachol sont des crapules, parce que lui, éventuellement, Ravachol est passé aux actes, mais si tu veux, il est voilà, j'ai pas un grand respect pour lui, parce qu'il est passé aux actes pour sa jouissance personnelle. Alors ça, effectivement, je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, c'est un ressentiment. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, je n'ai aucune vision de ça. Pour moi, il y a un mur, mais un abîme entre l'insurrection du ghetto de Varsovie, de gens qui ont donné leur vie en 1944 contre les nazis, et contre un isolé qui serait Ravachol, on parle de nommer, qui aurait donné sa vie. Mais il n'est pas isolé, Ravachol. Il l'a fait seul. Non, mais Ravachol, déjà, il ne faut pas oublier que Ravachol, au départ, il se bat juste pour manger, déjà, au départ, et pour donner à manger à sa famille. Oui, mais il se trouve que ça passe parfois par la violence. Voilà. Après, le fait qu'il aille jusqu'au bout, mais c'est quand même une époque où il y a énormément d'idées comme ça qui circulent, énormément de gens qui font la même chose. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas dans sa jouissance personnelle. Je pense pas. Attends, moi c'est une vision que j'ai. Oui, c'est une vision qui est fausse. Donc d'une part, c'était pas quelqu'un qui était seul, c'était quelqu'un qui faisait partie d'un mouvement anarchiste. Deuxièmement, cette violence était légitimée justement par rapport au fait qu'il y avait une violence d'État qui s'était traduite, on parle du avec la commune, etc. Où les gens étaient flingués. Donc si tu veux à un moment donné, lorsque tu n'as strictement plus rien, c'est-à-dire tu veux faire permets de revenir. Alors par contre, ça a échoué. On peut dire que les buts effectivement, mais la justification. Mais tu veux me faire croire qu'effectivement. Parce que sinon, ce que tu es en train de faire, c'est que justement, c'est la définition ce que tu es en train de dire, qui était rentré dans l'esprit étatique et bourgeoise, qui consiste à dire que le peuple n'a pas le droit de se révolter, que le peuple n'a pas du tout le droit d'utiliser la violence pour changer l'état de choses. Et ça c'est la pensée qui s'est mise en place. Si tu veux complètement, d'ailleurs, à partir du 19e siècle, effectivement, le peuple, si tu veux, normalement, ils sont cons, d'accord, et en fait, ils n'ont pas le droit d'utiliser la violence, et que ça, c'est le pire. Et soi-disant, ils doivent correspondre aux règles. Soi-disant, et par contre, la bourgeoisie, et par contre, la bourgeoisie, elle l'utilise. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je pense. Donc, si tu veux, le mouvement anarchiste, et comme Ravachol, rappelez simplement qu'à un moment donné, il était légitime quand tu crèves de faim. Oui, mais il est légitime. Mais le problème, ce qu'a fait Ravachol, d'accord. Mais non, mais dans une théorie, effectivement, s'il y a eu un groupe autour de Ravachol qui a eu le désir de faire la violence, moi je pense que c'est mon problème, c'est ma névrose. Mais c'est de ce que je suis en train de te dire. Je n'ai pas, moi, à dire, et tu as raison, que Ravachol a fait ça par jouissance personnelle, je n'ai pas à dire ça, tu as raison, mais me semble-t-il, il est aussi coupable de les prendre comme modèle. Il n'y a plus de modèle, c'est à nous de faire ce qu'on croit devoir faire comme pratique. Et citer comme exemple, ou comme contre-exemple ce que j'ai fait, et tu as raison, avec mon attention sur ce fait, citer un contre-exemple, ou citer un exemple, de dire voilà ce qu'ils ont fait, parce que la violence d'État, il est légitime de je sais pas quoi, justement, ce n'est pas intéressant, parce que nous ne sommes pas dans une pratique personnelle de groupe. Et se prendre, comme peut l'extrême gauche, institutionnelle, non institutionnelle, des exemples sur le passé, de transmission bidon, parce que moi... qu'à Paris, Ravachol s'appuyait sur des textes, et justement par rapport à mais pas son texte, mais pas son texte à lui, mais moi le texte... Je parlais des textes, des changements de la société. Mais le texte c'est ma névrose personnelle. Développé par l'anarchie. Le texte c'est ma névrose personnelle. Le texte c'est ma névrose personnelle. Sincèrement, je pense que tu es contre la violence parce que tu es contre la mort. Je pense que tu es quelqu'un qui va toujours vers la vie. Et tu entends qu'il peut y avoir violence pour sauver sa vie. Comme tout à l'heure, tu as cité le ghetto de Varsovie. Voilà, je pense que tu es profondément quelqu'un qui construit, qui est dans le vivant,
qui est dans le mouvement et qui est dans la vie. Et ce qui est mort, ce qui est figé comme un slogan, qui peut être aussi figé parce qu'à partir du moment où il est, il est plus finalement. Je pense que ça te répugne très profondément. Et je suis d'accord avec toi. Oui, mais encore une fois, ça c'est ma névrose personnelle que tu as tout à fait décidé. Je suis plutôt tourné vers la vie, ça c'est certain. Mais je trouve scandaleux que des gens prennent sur un exemple, sur un gros Ravachol, pour justifier leur propre mode de fonctionnement. Et si des gens ont envie de mettre des bombes, qu'ils le fassent, s'ils pensent que c'est légitime sur leur histoire. Mais ce qui est criminel, c'est qu'ils disent « je m'inspire d'eux ». Et j'en veux beaucoup à l'extrême gauche, qui tout le temps cite des textes bidons de Rousseau, de Voltaire, de la Révolution française, de Marx, de Rosa Luxembourg, qui sont parfois certainement des gens estimables en ce qui concerne Rosa Luxembourg, probablement. Mais pourquoi ce rappel aux textes? Pourquoi ce rappel aux anciens? Pourquoi on devrait, nous, se figer dans une transmission pour justifier ce qu'on a envie de faire? Pourquoi nous, on devrait s'appuyer sur ce qu'ont fait les autres pour justifier ce qu'on a envie de faire? C'est ça, à mon avis, qui est critiquable, et ça renvoie, excuse-moi, mais c'est une vision que j'ai, je pense à cette notion de patrimoine, donc de droit d'auteur, de dire mon action se situe dans le cadre d'une pensée qui a été reconnue par l'institution, qui a été reconnue par les droits d'auteur, donc elle est légitime, donc c'est pour ça que je suis là-dedans. Et c'est pour ça que je trouve qu'on perd notre liberté. Mais c'est en fait, c'est hyper cohérent ce que tu dis, Pierre, c'est-à-dire que tu es contre aussi le fait de s'approprier une figure pour justifier. Donc on est toujours dans l'idée qu'on est contre l'appropriation, toute forme d'appropriation, pour la liberté. Mais il n'y a que toi qui cite Ravachol. Je sais pas, c'est toi qui décides. C'est fini là. Parce que est-ce qu'on est arrivé au bout de l'extrême gauche? Moi je crois qu'on est 1 minute, mais moi, il y a 2 choses qui me font dire que gauche, pour moi, être gauche et être maladroit, être extrême, moi je suis un extrémiste non violent. Insubordination, je prêche l'insubordination non violente active, donc mais active quand même. Active, et je sais qu'être non violent, c'est avant tout être capable de prendre des coups dans la gueule sans en donner. C'est ça la véritable définition d'un non violent. Ce n'est pas ne pas donner de coups de bâton, c'est être capable d'en recevoir. Et moi je crois qu'il faudrait plutôt terminer là-dessus et de dire que la non-violence est surnaturelle et que ce à quoi on vient d'assister, cette conférence sur ce voyage. C'est terminé. C'est terminé. C'est quand même risqué de se prendre des coups dans la gueule sans réagir. C'est pour moi effectivement un excellent point de vue sur ce que l'on veut donner comme discours par rapport à la gauche et à l'extrême gauche. C'est terminé. Je crois qu'il y a une parole. Est-ce que vous pouvez écrire tout ça en quelques mots pour notre site au fer rouge, dirigé par Giancarlo Pizzi, Antonio Negri et Paolo Branca et moi-même? Et on pourra mettre le lien vers la vidéo. Vous pouvez mettre, oui, et la vidéo et tout ça. Si vous tapez www.orferrouge, vous allez trouver tout ça, tout ce qu'il faut. Mais bon, ils ne sont pas d'accord qu'il faut abandonner la violence parce que, vous savez, ils ont fait la prison, les Brigades Rouges, c'est ça. Ils ont fait la prison pendant longtemps à changer la vie que la violence n'est pas nécessaire. Merci.